Je donne la parole à Monsieur Michael Camilleri. Monsieur Michael Camilleri, vous êtes adjoint au maire d'Argenteuil, délégué au développement économique, aux grandes enseignes au logement. Vous cumulez 3 fonctions de délégation. Pourquoi ce choix et quel lien entre elles? N'est-ce pas trop de responsabilité? Si vous voulez bien répondre tout de suite. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Avant juste de se prêter au jeu des questions-réponses, je voulais vraiment remercier un certain nombre d'intervenants, notamment les organisateurs aujourd'hui, l'association Le Souffle. Je pense qu'ils auront l'occasion de vous le dire, mais ils mènent un travail, notamment sur Argenteuil, vraiment très utile et surtout en réelle proximité avec ses bénéficiaires. Moi, je connais tout particulièrement Monsieur Salah, avec lequel on travaille en parfaite intelligence. Tout à l'heure, il vous parlera de l'action de l'association Le Souffle, le nombre de ménages qui sont accompagnés sur les dispositifs d'ALLO notamment, ou qui sont aidés dans la constitution ou le renouvellement de leur dossier. Voilà, c'est vraiment ce genre d'acteurs dont on a besoin sur une ville comme Argenteuil, où les besoins en matière de logement sont extrêmement forts. Et je tenais vraiment à les remercier publiquement de la contribution qui est une certaine forme de service public supplémentaire qu'ils apportent à la ville. Je voulais également remercier la Fondation Abbé Pierre qui, je pense que chacun en conviendra, a une réelle utilité publique, puisque la Fondation Abbé Pierre, c'est un lanceur d'alerte. Et des fois, leurs rapports à nous autres élus nous font pas toujours très plaisir, mais ils sont toujours très utiles, parce qu'ils permettent d'ouvrir les yeux sur des situations, sur des réalités qui sont extrêmement dures, et ils permettent aussi, et notamment le dernier, puisque vous avez eu votre grand rassemblement le mois dernier, je crois, Porte-Maillot. Ils permettent de mettre chacun face à ses responsabilités, pas forcément que les élus aussi, mais la machine administrative et tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont une responsabilité face au logement. Alors en ce qui me concerne, pour répondre à la question, ça va me permettre de préciser les choses. Il se trouve qu'il y a eu un petit changement entre le moment où je m'étais engagé pour cette réunion et aujourd'hui. Alors il se trouve que depuis 2 semaines, je ne suis plus adjoint au logement en fait. Parce que on a repris, comme vous devez le savoir, enfin là je parle aux Argenteuillais, la compétence, l'agglomération Argenteuil-Beson a été dissoute, et donc on a repris un certain nombre de compétences, parmi elles le développement économique, qui, autant que le logement, est une compétence et une politique publique extrêmement importante pour que chaque Argenteuillais retrouve un emploi, et par là même d'une certaine manière un toit également. Donc c'est ce dont je m'occupe maintenant exclusivement, mais j'ai été en charge du logement pendant 2 ans. J'ai reçu un très très grand nombre de personnes, il y en a peut-être certains dans cette salle aujourd'hui. En quasiment 2 ans, j'ai reçu individuellement plus de 900 familles sur des rendez-vous qui ont permis de faire le point sur leur situation et d'acter une dynamique sur leur dossier logement. Alors après, en même temps, je pense que c'est 2 sujets qui sont finalement assez intimement liés, puisque c'est aussi l'offre de logement dans une ville qui en détermine sa sociologie, et donc par extension le type d'offre commerciale et le type d'entreprise qui s'y implante également. Et à contrario, c'est également la force et la vivacité du tissu économique local qui permet de fournir de l'emploi aux habitants et donc de faciliter leur accès au logement. Donc au final, c'est pas 2 sujets qui sont si éloignés. Donc ce n'était pas une question piège. Depuis le 1er janvier de cette année, la ville d'Argenteuil, 106 580 habitants, faut-il le rappeler, est rattachée au territoire T5 de la métropole du Grand Paris, en compagnie de 6 autres communes, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne. Un rattachement qui s'est pas fait sans problème, notamment dans le domaine financier. Pouvez-vous en parler un petit peu? Est-ce un rattachement naturel pour vous? Et quelles en sont les conséquences, les avantages dans le domaine du logement? Alors oui, effectivement, donc l'agglomération Argenteuil-Beson est dissoute depuis le 1er janvier 2016, tout simplement parce qu'on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez, plus particulièrement sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le logement, mais ça ne pouvait plus fonctionner pour un grand nombre de raisons. Et quand vous avez des personnes qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas travailler ensemble, souvent la meilleure manière, c'est de trouver d'autres collectivités avec laquelle une dynamique commune est possible.
En matière de logement, alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop comment le tourner, mais en réalité pour Argenteuil, ça ne changera pas grand-chose. Puisque le plan local de l'habitat, notamment, c'est effectivement une compétence d'agglomération. Maintenant, les communes avec lesquelles on se rattache, c'est des communes dans le cadre de la nouvelle agglomération qui sont sur la boucle nord de Seine. Donc très précisément, c'est Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Bois-Colombes, Colombes, Asnières, Clichy et Argenteuil. Donc on sera 7. Ce sont des communes qui sont, pour la plupart d'entre elles, extrêmement bien dotées en logement social. Je pense notamment à Gennevilliers, mais également à Colombes. Argenteuil l'est également, si on parle du respect de la loi SRU, c'est-à-dire la loi qui fixe aux collectivités à partir d'une certaine taille une proportion minimum de logements sociaux dans leur commune. Cette proportion minimum, elle est censée être de 25%. Sur Argenteuil, on est à 37% de logements sociaux. Ce qui correspond en valeur absolue de mémoire, sans vous dire de bêtises, à peu près 13 500 logements sociaux sur la commune d'Argenteuil, toutes typologies confondues, du T1 au T5, T6, et pour un nombre de bailleurs total de 14. Il y a 14 bailleurs dans cette ville, dont un qui est très prépondérant par rapport à tous les autres. Mais donc on a une offre assez large. Donc pour terminer sur l'agglo, en réalité, ça va pas changer grand-chose, tout simplement parce que les communes dont on parle ici sont déjà toutes extrêmement sollicitées en matière de logement social. Les files d'attente sont extrêmement longues, donc il est fort peu probable qu'on mutualise le traitement des demandeurs de logements sociaux au niveau du territoire, tout simplement déjà parce qu'on a bien du mal à le traiter correctement au niveau de chaque ville. Donc là, en l'occurrence, mutualiser un problème ne participera pas à sa meilleure résolution. Au contraire, je pense même que c'est tout l'inverse en matière de logement social. Il faut garder un lien de proximité avec la population parce que chaque situation est forcément une situation individuel, il y a rarement de cas type, c'est toujours du cas par cas, et nous en l'occurrence à la mairie d'Argenteuil, on est quand même assez bien doté en termes d'outils pour, à défaut de résoudre les situations, au moins y apporter le traitement le plus professionnel possible, puisqu'on a une agence municipale de l'habitat, je rappelle l'adresse, 2 mails des enfants d'Isieux, donc en plein milieu du centre-ville, juste à côté de l'avenue Gabriel Péry, où vous avez une dizaine d'agents qui sont là pour instruire les dossiers, suivre votre demande, vous tenir au courant des disponibilités. Voilà, donc il y a une vraie équipe professionnelle dédiée à l'accès au logement dans cette ville. Et je pense que ça, c'est un outil qu'on aura l'occasion encore de développer dans un futur proche. Il faut savoir que ça s'est accompagné également il y a quelques années de la réforme du numéro unique qui a permis à ce que les demandes de logement ne soient non plus valables au seul niveau départemental, mais au niveau de toute l'Île-de-France, ce qui en province a une utilité, mais ce qui en Île-de-France a une utilité d'autant plus grande, puisque les porosités entre départements, au regard des temps de trajet pour aller au travail des franciliens, là par exemple à Argenteuil, on est vraiment à la limite. De l'autre côté de la Seine, c'est les Hauts-de-Seine, là le Val d'Oise, et puis vous faites 1,5 km et vous êtes dans les Yvelines à Sartrouville. Donc effectivement, ça avait peu de sens de sectoriser le traitement des demandes de logement par département. Donc désormais, votre demande de logement au travers du NUR, du numéro unique régional, est valable pour toute la région Île-de-France, ce qui a permis de mutualiser l'offre et donc d'une certaine manière de mutualiser également les solutions potentielles pour les habitants de telle ou telle commune. La mairie d'Argenteuil va également, et là en coopération pour le coup avec ses nouveaux partenaires du haut des Hauts-de-Seine, va se doter d'outils informatiques pour fluidifier le traitement des demandes, où on pourra avoir une actualisation en temps réel des dossiers par rapport au serveur national, ce qui là aussi facilitera grandement la fluidité dans le traitement des demandes. Et après, j'aurai l'occasion de vous reparler sur un certain nombre d'autres points, de choses qu'on a mis en place à la mairie d'Argenteuil. Mais retenez, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de messages plus ou moins bien intentionnés qui ont été diffusés dans cette ville, le fait de se réunir avec 6 nouvelles communes des Hauts-de-Seine n'impactera en rien, du moins négativement, l'offre de logement dans cette ville, ni même les possibilités d'accès pour tout type de profil. Donc aucune inquiétude à avoir sur ce point. 6800 demandes de logement en attente à Argenteuil, est-ce un nombre qui croît régulièrement ?
Alors ça, cette question, ça va me permettre de repréciser un certain nombre de choses que peut-être déjà beaucoup d'entre vous savent, mais je pense pas inutile de le redire. Effectivement, en 2015, on avait en moyenne sur le fichier Argenteuillet, donc là je parle vraiment des demandeurs de logement inscrits sur Argenteuil, c'est-à-dire qui ont déposé leur demande à Argenteuil et qui habitent à Argenteuil et qui l'ont renouvelé sur Argenteuil. Donc c'est des dossiers dont nous avons la gestion directe, enfin la gestion de prime abord. En 2015, on en avait 6800 dossiers en attente. Il se trouve qu'en 2016, le chiffre a légèrement décru puisqu'on est un peu en dessous de 6000. Bon, il ne faut pas y voir malheureusement une embellie puisqu'en fait c'est un stock qui se renouvelle de manière périodique. Il y a des moments dans l'année qui sont plus propices aux demandes de logements sociaux. Je pense que quoi qu'il arrive, on restera autour d'un stock qui fait à peu près 6000 demandeurs de logements inscrits régulièrement sur la ville d'Argenteuil. L'essentiel des demandes, à peu près un tiers des demandes à moins de 2 ans, donc un stock récent. Vous en avez à peu près un gros tiers qui est dans un horizon de 5 ans. Et puis après, vous avez des demandes très anciennes. La plus vieille demande que j'ai dans le fichier Argenteuillet, elle date de 1988. Je sais que ça peut étonner. Il y a une part significative de gens qui demandent un logement social aussi pour se rassurer. C'est-à-dire ils ont une demande de logement en cours, ils la renouvellent chaque année et ils se disent si un jour j'ai un accident de la vie ou une problématique particulière, au moins j'ai déjà une ancienneté qui court et j'ai un dossier en cours. Bon, ça c'est le cas pour un certain nombre de demandes qu'on a déjà identifiées. Juste, je profite de cette question pour repréciser un certain nombre de choses importantes sur Argenteuil. Parce que je suis sûr que dans la salle, il y a un certain nombre de demandeurs de logement. Premier point, ce n'est ni le maire, ni le maire adjoint que je suis qui attribuons les logements. La mairie n'attribue strictement rien. Ni cette mairie d'ailleurs, ni aucune autre. Les logements sociaux sont attribués par les bailleurs sociaux. Ce que peut faire la mairie, c'est vous faire une proposition, c'est-à-dire utiliser son contingent, son quota, si vous voulez, de réservation de logement pour, à vous, demandeurs particuliers, vous faire une proposition, mais au final, cette proposition sera validée par le bailleur social. S'il vous accepte, vous avez votre logement. S'il vous accepte pas, vous n'avez pas de logement. Et la mairie ne pourra strictement rien faire là-dedans. Il y a toujours des possibilités de recours amiable, mais au final, ceux qui ont la décision finale réelle dans l'attribution des logements, ce sont les bailleurs sociaux. Du coup, ce qui amène à 2 choses. La première, c'est une problématique de disponibilité qui vaut largement au-delà d'Argenteuil. Et la deuxième, c'est une problématique plus proprement argenteuillaise liée à nos relations avec le principal bailleur HLM de cette ville. D'abord, sur les disponibilités. Comme le disait monsieur, il y a à peu près 6800 demandeurs de logement régulièrement inscrits sur Argenteuil. Vous comptez à peu près 3 personnes par demande, en moyenne. Enfin, du moins sur Argenteuil, c'est le cas. Un couple avec un enfant. C'est vraiment plutôt d'ailleurs la fourchette basse. 6800 x 3, ça fait à peu près 20 000. Donc, vous pouvez considérer que vous avez 20 000 Argenteuillais qui attendent un logement. Donc ça, c'est la demande. Du côté de l'offre, sur la ville d'Argenteuil, je vous ai dit 37% de logements sociaux, ce qui représente à peu près 13 500 logements dans la ville d'Argenteuil. Ça, c'est le stock, mais c'est le stock total. Ce qui nous intéresse, c'est le stock libre. C'est nos réelles disponibilités. Et c'est là que ça se corse vraiment. Puisque à Argenteuil, comme dans toute l'île de France, mais notamment dans les villes populaires comme Argenteuil, la rotation est extrêmement faible. La rotation, c'est-à-dire le fait pour un logement de se libérer et en se libérant, on y met une autre famille. Sur Argenteuil, ce taux de rotation, il est de 6%. Premier point. Deuxième point, non seulement la rotation est faible, mais en plus, le stock sur lequel moi je peux agir est encore plus faible. Je vous avais dit qu'en tant que mairie, je n'ai accès qu'au contingent municipal. Le contingent municipal sur la ville d'Argenteuil ne représente à peu près que 20% des logements sociaux de cette ville. 20%. C'est-à-dire, moi, mairie, je ne peux positionner des candidats que sur 2 logements sur 10. Donc si vous cumulez ces 2 données, c'est-à-dire un contingent très faible sur lequel on applique un taux de rotation encore plus faible, moi pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai chaque année entre 150 à 200 logements de libre sur la ville. Sachant que depuis que je suis élu, j'ai jamais fait plus de 150 attributions en une année. Jamais. Allez, même disons 200. 200 logements pour être large. 200 logements pour 20 000 Argenteuillais qui attendent un logement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait donc un logement pour 100 personnes. Il n'y a dans cette ville que un logement libre pour 100 personnes qui attendent. Ça, c'est la réalité chiffrée de cette ville.
qui est peut-être brutale, mais il vaut mieux que tout le monde la connaisse parce que c'est malheureusement un état de fait avec lequel on risque encore de perdurer un certain nombre d'années. Donc ça, c'était le sujet disponibilité. Le deuxième autre sujet dont je voulais vous parler, parce que c'est malheureusement extrêmement important dans cette ville, c'est notre relation avec les bailleurs. Il y a 14 bailleurs sociaux dans cette ville. Vous en avez 13 qui pèsent pour à peu près 3900 logements. Et vous avez AB Habitat qui a tout le reste. Encore une fois, ce sont les bailleurs qui attribuent les logements et nous ne leur faisons que des propositions. En commission d'attribution, si je prends l'exemple d'AB Habitat, la commission d'attribution, c'est-à-dire l'instance qui décide de vous attribuer un logement, c'est 6 sièges. 5 pour le bailleur, 1 pour la mairie. Donc quand on n'est pas d'accord, ce qui arrive tout le temps, ça part au vote, il lève la main à 5, je lève la main tout seul, et voilà. C'est généralement rapidement terminé. Avec AB Habitat, je vais pas vous mentir, ça se passe extrêmement mal. Ça se passe extrêmement mal parce que je vais pas vous refaire l'historique politique récent de cette ville, mais en 2014, nous gagnons la municipalité avec Georges Motron, mais nous perdons l'agglomération Argenteuil-Beson à 1 siège près. Or, l'office HLM, AB Habitat, dépend non pas de la mairie, mais de l'agglomération Argenteuil-Beson. Or, qui pilotait jusqu'à encore très peu de temps l'agglo Argenteuil-Beson? C'était Philippe Doucet, l'ancien maire d'Argenteuil, toujours député de la ville. Et donc, on arrive dans cette situation où je fais des propositions de logement sur mon contingent, que je vais défendre en commission d'attribution, et qui sont censées être validées par une commission qui n'est en fait constituée que de notre opposition au conseil municipal. Alors évidemment, vous allez me dire, tout ça, ça vous concerne assez peu. Et alors, là-dessus, je serais tout à fait d'accord avec vous. Et la réalité, c'est qu'on arrive à Argenteuil depuis à peu près 2 ans à une véritable prise d'otage des demandeurs de logement dans cette ville, puisque les demandes que je présente sur mon contingent sont extrêmement difficiles à faire aboutir chez AB Habitat, tout simplement parce que c'est la mairie qui les présente. Donc si on cumule ces 2 sujets-là, le sujet de la disponibilité, un logement pour 100 personnes, plus l'espèce de guerre nucléaire ouverte avec AB Habitat, je vous cache pas que faire aboutir les demandes de logement dans cette ville est extrêmement compliqué. Pour autant, j'ai pour petite satisfaction d'avoir pu reloger, depuis qu'on a été élu, il y a l'un de mes collègues au conseil municipal ici présent, Alain Crevaux, on a la satisfaction d'avoir pu reloger sur notre contingent 261 familles en l'espace d'un peu moins de 2 ans. Alors certains diront que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais par rapport au tableau que je viens de vous dresser et aux barrières qui sont les nôtres, je pense que c'est vraiment le maximum de ce qui était possible de faire et c'est déjà au moins une petite avancée dont on peut essayer de se satisfaire au moins partiellement. Une question avec une réponse très courte. Quelle est la politique de la municipalité en matière d'urbanisation, en matière de logement, et notamment logements sociaux? Y aura-t-il encore construction? Les logements sur Argenteuil, on vient de terminer une période où il y a eu un certain nombre de constructions dans la ville. Et pas seulement que de logements sociaux d'ailleurs. De constructions un peu tout azimut, qui des fois ont abouti à des aberrations totales en termes d'urbanisme. Je pense notamment au quartier du Val-Notre-Dame, où on a planté comme ça, là, des espèces de gros immeubles de 8-9 étages, à côté de, mais quand je dis à côté, c'est à moins de, c'est un demi-mètre de pavillon. Je suis pas sûr que c'était l'urbanisme le plus intelligent à penser dans cette ville, mais le fait est que c'est parti, ces immeubles ont été construits, c'est fait. Il faut noter que la plupart de ces immeubles ne sont pas des logements sociaux. Non, nous, ce qui nous pose problème, c'est pas de construire des logements. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de construire les aménités urbaines, c'est-à-dire les services qui vont avec. Et ça, comme par hasard, quand on attaque ce point-là, personne ne veut payer. Parce que construire des logements à tire-larigot, ça, on est tous en volonté de le faire. En revanche, quand il s'agit de construire les écoles qui vont avec, quand il s'agit de renforcer les réseaux pour viabiliser les terrains, quand il s'agit de construire tout ce qui doit aller avec le logement, là, les financeurs se font beaucoup plus rares. Vous aurez toujours des promoteurs ou des bailleurs sociaux pour venir au supermarché, c'est-à-dire ils vont d'ailleurs sous des formats avec plus ou moins de pression forcer les propriétaires à vendre leur terrain. Donc ils vont s'incruster comme ça dans des quartiers, réussir à faire des opérations immobilières, mais après personne ne finance les services urbains rendus nécessaires par la construction de ces nouveaux logements. Juste un chiffre. Quand on construit l'année scolaire 2015-2016, la ville d'Argenteuil a dû ouvrir 19 classes. L'année dernière, année scolaire 2014-2015, 17 classes. L'année encore d'avant, 15 classes. Les murs des écoles ne sont pas extensibles.
Donc construire du logement, c'est bien. Construire des logements à forte capacité qui amènent des familles avec 2, 3, 4, 5 enfants, effectivement, personne n'est contre. Mais après, il faut qu'on se pose la question du financement des services qui doivent aller de pair avec ces nouveaux logements. Et je pense notamment aux investissements scolaires. Dans cette ville, si on veut être juste raccord avec le nombre de population qui est arrivé ces derniers temps, il faudrait 3 groupes scolaires totalement neufs, supplémentaires dans cette ville. Juste cette année, je vous ai dit que Argenteuil avait ouvert 19 classes, la totalité du Val d'Oise, la totalité du département, tout le département confondu, a dû ouvrir 25 classes. Sur ces 25, 19 étaient pour Argenteuil seul. Donc réfléchissons à ça aussi quand il s'agit de construire du logement, c'est bien de le dire, sauf que quand on construit un logement, le coût n'est pas seulement un coût de construction d'un bâtiment, c'est le coût également de tous les services qui vont avec, et je pense que pour les Argenteuillais présents dans cette salle, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur l'état financier de cette ville, où quand on est arrivé en 2014, on a écopé d'une dette de plus de 300 millions d'euros et d'un déficit courant qui avoisinait les 25 millions d'euros. Nous sommes la ville la plus endettée de France pour notre strate. Et nous sommes également la plus imposée. Nous sommes médaille d'or des taux d'imposition. Donc le levier fiscal, on peut plus l'utiliser. C'est fini. Ou alors, vous avez des phénomènes comme il se passe dans les Coteaux ou à Orgemont. C'est-à-dire, vous avez tous ceux qui ont encore un minimum de moyens qui s'en vont dans les Hauts-de-Seine. Et à ce moment-là, on les finance comment, les logements et les services publics ? On les finance plus. Donc, un peu d'équilibre sur cette question-là. Ok, il faut construire du logement. Ok, il faut également construire et entretenir et assumer les frais de fonctionnement des services qui font avec. Et pour faire ça, il faut faire en sorte de garder une assiette fiscale dynamique dans cette ville et donc de ne pas faire fuir un certain nombre de profils. J'en profite parce que vous êtes un élu politique, ce sera ma dernière question. Que pensez-vous de l'application de la loi SRU, du refus ou des très grandes réticences de municipalités, notamment du Val d'Oise ? C'est un scandale, je vais vous le dire franchement, parce que au final, qui paye les dégâts de cette réticence ? Ce sont des villes comme Argenteuil, mais le phénomène n'est pas nouveau, le phénomène est assez ancien. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer un certain nombre de gens, mais pour se parler très franchement, on est dans un pays où depuis quelques décennies, la manière de construire les logements sociaux est en fait assez bien répartie entre groupes politiques. Ce que je veux dire, c'est que le système qui s'est mis en place arrange tout le monde. Vous avez d'un côté des communes qui, pour maintenir leur électorat, donc un électorat plutôt bourgeois, plutôt favorisé, n'a pas forcément envie de construire du logement social chez elles, parce que dans ce cas-là, ça changerait son électorat. Et puis vous avez d'autres communes qui, pour les mêmes raisons, donc plutôt de gauche, j'ai envie de dire, qui elles aussi, pour maintenir un électorat et voire même pour l'enrichir et le renforcer, construisent des logements à tire-larigot, des logements sociaux. Et qu'est-ce que ça a fait, ça, comme résultat ? Ça a créé des ghettos urbains, où on a mis dans les mêmes endroits, toujours plus de logements sociaux, donc toujours plus de difficultés sociales, et qui sont à la charge d'un nombre toujours plus réduit de communes. Et je le dis très franchement, élus de droite comme de gauche en sont pleinement responsables. Et les deux pour la même raison, pour maintenir un électorat qui leur est favorable. Les communes de droite sans logements sociaux, les communes de gauche avec logements sociaux, pour caricaturer à grands traits, mais franchement, je suis pas très loin de la réalité. Et aujourd'hui, on arrive à cette situation où des villes comme Argenteuil écopent à elles seules d'une situation qui a été héritée de 65 ans de communisme et autres, qui nous a amené à avoir la sociologie qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une sociologie qui n'encourage pas également le développement économique de cette ville. Donc je trouve que la réalité politique qui est derrière ça est quand même assez scandaleuse, parce que l'accès au logement est probablement le droit le plus fondamental de tous, parce que sans un toit sur votre tête, vous pouvez juste rien faire, vous pouvez pas chercher un emploi, vous pouvez pas assumer votre famille, vous pouvez pas juste savoir où est-ce que vous rentrez le soir, qui est la chose la plus évidente qui soit. Et depuis 30 ans, on est sur cette espèce de jeu d'hypocrisie terrible où on se refile la balle, alors qu'on sait très bien que droite et gauche maintiennent cette situation exactement dans le même objectif. L'autre chose, c'est également, je pense, mais ça c'est depuis le général de Gaulle quasiment, qu'on a quand même un urbanisme assez peu intelligent en France. On est dans un pays où, parce qu'on voulait pas voir un certain nombre de populations, on s'est dit, exemple typique à Argenteuil, on s'est dit, je prends un champ de patates là, complètement à l'extérieur des centres-villes,
Et puis là, boum, je mets 20 000 personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle à Argenteuil la ZUP. La ZUP, il y a quelques dizaines d'années, c'était des champs d'asperges. Il n'y avait rien. Et puis d'un coup, on s'est dit, on va planter une 50aine de logements. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une ville. Il y a 20 000 personnes qui vivent au Val-Nord. Ok, donc au départ, ces logements étaient plutôt faits pour les classes moyennes, pour des populations immigrées récentes, pour résorber un certain nombre de bidonvilles, notamment dans le haut des Hauts-de-Seine. Sauf qu'après, on a conservé, et je pense assez à dessein, on a conservé l'isolement pour les mêmes raisons, pour le fait de ne pas voir des populations qu'on n'avait pas envie de voir. On a maintenu un isolement de ces populations qui n'a abouti qu'une seule chose, c'est-à-dire à leur ghettoisation, à les isoler le plus possible des centres-villes, des centres d'activité. Et ça, c'est une réalité dont on paye aujourd'hui vraiment pleinement la facture. Donc il y a une question politique, il y a une question d'urbanisme, et puis il y a une question aussi architecturale basique. Est-ce que c'est intelligent de mettre toutes les difficultés au même endroit ? Bah peut-être pas. Peut-être que quand on construit un immeuble privé, on pourrait diffuser dans un immeuble privé 2, 3, 4 logements qui bénéficieraient d'un financement différent et qui seraient des logements à vocation sociale. Concrètement, qu'est-ce qui empêche de le faire ? L'Allemagne le fait, ça se passe très bien. À quoi ça aboutit ? Ça aboutit que les populations qui sont en situation difficile, qui sont les populations éligibles aux logements sociaux, notamment aux logements sociaux dans les catégories les plus défavorisées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PLAI, on pourrait très bien diffuser dans des opérations privées des impératifs de logements sociaux, ce qui permettrait de diffuser ces populations dans les centres-villes, dans le tissu existant, et de ne pas concentrer dans un même endroit les difficultés socio-économiques qui ont également leurs répercussions dans les écoles, et donc qui ont leurs répercussions en termes d'égalité des chances. Quand vous mettez des populations qui sont sans emploi ou du moins qui sont en grande difficulté sociale et que vous mettez les enfants de ces populations tous dans les mêmes écoles, concrètement, vous voulez qu'il se passe quoi ? C'est forcément la spirale de l'échec. Au contraire, moi je suis favorable à une diffusion maximum entre les villes, problème politique, entre les quartiers, problème d'urbanisme, et au sein même des bâtiments, problème architectural, disons. Donc voilà, les pistes de diffusion sont là. Alors moi je suis encore jeune, donc je me dis que j'ai encore beaucoup d'espoir, et peut-être un peu de naïveté, je sais pas, mais j'espère que